Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, ce sont celles de mon ami. 1, 2. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous ne pouvez pas vivre sans humour et sans une forme d'amour, le partage avec le public. Vous parlez parfaitement 4 langues, il en est une 5e dans laquelle vous ne pourrez jamais vous exprimer, la langue de bois. Vous êtes célèbre pour vos improvisations et vos saillies. N'hésitez jamais à en user et à en abuser au micro de Sud Radio, car comme vous, ici, nous parlons vrai. Bonjour, Sugar Chami. Bonjour. Alors, on ne vous connaît pas encore en France, on commence à vous connaître depuis 2 ans. Et vous êtes un phénomène, mais vous avez un parcours incroyable. Vous serez à l'Alhambra jusqu'au mois de juin, du jeudi au samedi. Mais votre parcours, encore une fois, est étonnant parce qu'il a commencé bien ailleurs qu'au Québec. Alors, on va l'évoquer à travers des dates clés, puisque c'est le principe de cette émission sur Sud Radio. Et la première date que j'ai trouvée, Sugar Chami, c'est le 30 août 1983. La télévision américaine diffuse quelque chose. Ça vous dit quelque chose ? Ça doit être Eddie Murphy. Delirious. Voilà. Ouais. Car ce jour-là, c'est un spectacle, un stand-up de la télévision américaine, et ça change complètement votre vie. Ouais. Expliquez-moi. Mais pour moi, c'était la genèse et la raison pour laquelle j'ai commencé à faire le stand-up. J'ai regardé cette cassette-là, ce VHS. Pour les jeunes qui nous écoutent, VHS, c'était ce qu'on utilisait avant qu'il y avait Internet. Oui. Alors, on avait regardé ce spectacle de Eddie Murphy pour la première fois en famille, par accident, parce qu'on l'avait loué, parce que mes parents louaient beaucoup de films indiens, Bollywood, et il n'y avait que quelques films anglophones. Il y avait celui-ci, et quand je l'ai vu, ça a changé ma vie. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'était, ce spectacle ? C'était quelqu'un qui faisait rire les gens. Il faisait exprès de faire rire les gens. Il faisait qu'avec un micro, une conversation, une foule de 4-5 000 personnes, et en disant des choses, en étant irrévérencieux, en traversant la limite, en étant transgressif et en parlant des marges. C'est-à-dire que l'humour noir américain, c'est le regard de la société venant des marges. Et pour moi, je m'identifiais beaucoup à ça, en étant quelqu'un qui était d'origine indienne, dans un Québec francophone, plutôt blanc, surtout dans la culture populaire. Pour moi, c'était la personne en humour avec laquelle je m'identifiais le plus. Et vous parlez d'une erreur de VHS, parce que finalement, vous n'auriez peut-être jamais vu ce film, vous n'auriez pas fait ce métier. Exact. C'est arrivé à Jean Poiret, humoriste français, auteur de La Cage aux Folles, que vous connaissez peut-être. Oui. Et un jour, il adore Benny Hill, et il veut voir Benny Hill à la télévision. Et Roger Carrel, qui doublait la voix de Benny Hill, une voix célèbre, lui donne une cassette de Benny Hill. Et puis, un soir en famille, Jean Poiret, sa mère, sa femme, son fils de 3 ans, disent on va regarder Benny Hill. Ils mettent la cassette, et Roger Carrel avait fait une blague, parce qu'en France, on fait des canulars. C'était un film X à la place. Le petit a dit qu'est-ce que c'est que ça ? Et Poiret a eu beaucoup de mal à s'en remettre. C'est le genre de choses qu'on fait en France, cette forme d'humour. Ouais, c'est bien. Alors, vous êtes effectivement canadien d'origine indienne, et vous avez été élevé, Sugar Chami, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Ouais. C'est un quartier issu de l'immigration, je crois. Oui, issu de l'immigration, multiculturelle, multilingue. Tout le monde parlait au moins 2 langues et la majorité des gens que je connaissais en parlaient 3. Et un quartier qui était, on dirait, défavorisé en termes d'argent, en termes de statut, mais où il y avait une richesse de volonté d'apprendre de l'autre, et aussi cette volonté de bâtir des ponts entre les autres, parce qu'il fallait qu'on bâtisse des ponts. On venait tellement, tout le monde venait d'une culture différente, et on s'entendait beaucoup quand on jouait tous nos jeux dans la rue, et puis qu'on se voyait dans les cours d'école. Alors, comment votre famille indienne est-elle arrivée au Canada, au Québec, Sugar Chami ? Moi, mes parents sont venus dans les années fin 60, la famille de mon père, et ma mère est venue dans les années 70, au début 70. Et ma famille, du côté de mon père, ont quitté l'Inde parce qu'ils ont quitté la pauvreté, c'est l'histoire classique, pour trouver une meilleure vie
au Canada. Donc, ils sont venus à Montréal et puis ils ont tranquillement bâti leur petit commerce et commencé à bâtir leur famille, une vie au Canada. Et pour nous, on était très chanceux qu'on a eu ce parcours, que mes parents ont eu pour nous, cette souffrance qu'ils ont vécue pour qu'on ait nos chances à nous. Alors, curieusement, vous avez commencé par faire une école francophone et ensuite le collège Marianopolis, qui est un collège anglophone. Oui. Au Québec, c'est plutôt rare, Sugar Chami, de Ouais. faire les deux. De faire les deux. Pour moi, je voulais avoir une éducation qui était assez globale. Donc, j'ai fait mon primaire et secondaire en français, pardon, primaire et secondaire en français, et cégep, donc Collège Marianopolis, et Université McGill en anglais. Donc, j'ai eu l'équilibre des deux. Et je pense que c'était la meilleure façon de commencer parce que la langue française est beaucoup plus difficile que l'anglais. Ah bon? Ouais. D'apprendre le français, il y a tellement de règles, il y a tellement d'exceptions. En anglais, ils n'ont pas ça. En anglais, c'est très simple. Il y a 2-3 règles et on les suit et on apprend l'anglais. Oui, et puis le français et le québécois, parce que quelquefois, le québécois, il y a des expressions très jolies, mais que les Français ne comprennent pas. Sugar Chami. Ouais, mais le québécois, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend dans la vie. Ça s'apprend dans la vie, ouais. Alors, le collège Marianopolis, je précise que c'est un des plus petits collèges de Montréal. Il y a moins de 1800 étudiants. Ouais. C'était un cégep, parce que nous, avant l'université, on a un collège cégep. C'est 2 ans préparatoires avant d'aller à l'université. Et le collège Marianopolis, c'était un collège privé. Donc, mes parents, à un moment donné, dans notre vie, ils ont commencé à bien gagner leur vie. On est allé de école publique à université et collège privé. Et université, pas n'importe laquelle, l'université McGill, Oui. qui est une université où il y a eu même un certain Ernest Rutherford qui a fait des recherches sur la radioactivité et qui a eu le prix Nobel. Ah, cool. OK, je savais pas. Parce que c'est l'un des établissements supérieurs les plus cotés du Québec. Ouais. Ou un des plus grands au Canada aussi. Ouais. Dans le Canada anglais, Et vous êtes retrouvé là-bas pour faire quoi au départ comme métier? J'ai étudié études culturelles et j'ai pris tous mes autres cours en marketing et en relations publiques. Alors, je voulais vraiment étudier tout ce qui entourait le métier d'humoriste. Donc, études culturelles, c'était beaucoup ça. Et puis, tout ce qui est marketing et relations publiques, ça m'aidait aussi. Mais j'ai surtout appris la plupart des choses qui m'ont servi dans la vie. Je les ai appris à l'extérieur de l'école, pendant que j'étais à l'école, pendant que j'étais à l'université, mais à l'extérieur. C'est-à-dire, j'organisais des soirées pour payer mes frais de scolarité. Et en étant promoteur, en faisant des campagnes de marketing et de relations publiques, et en étant quelqu'un qui organisait ses soirées à lui, j'ai tellement plus appris du côté humain et du côté sur le terrain, sur le tas. J'ai tellement appris et comme humoriste, parce que c'est là que j'ai commencé l'humour aussi quand j'étais à Marianopolis et beaucoup plus à McGill, que j'ai appris beaucoup. Tandis qu'à l'école, j'ai quand même appris comment cadrer les choses d'une manière un peu plus formelle et institutionnelle. Et je pense que l'équilibre des deux a fait en sorte que j'ai quand même pu réussir dans ce métier. oui, et l'école de la vie et l'école publique, puisque vous avez fait au début, je crois, au Comedy Works et au Comedy Zone. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est 2 clubs d'humour, donc des comedy clubs qu'on a à Montréal, anglophones. Et c'est là que j'ai vraiment pris mes premiers pas en humour, que j'ai commencé à tester, que j'ai commencé à apprendre. J'ai trouvé ma voix comme humoriste, mon point de vue, mon vocabulaire, mes intonations. Il faut vraiment prendre ses pas aussi. C'est là que j'ai pu pratiquer. C'est un peu la salle de sport pour les humoristes. Oui, mais vous avez raison, Sugar Chami, parce qu'on voit aujourd'hui des humoristes qui n'ont pas de culture, qui arrivent sur scène avec 3 phrases et qui estiment qu'ils ont appris leur métier. Ouais, non, ça prend pas. Il faut vraiment... Il y a rien qui va défaire l'expérience. Je pense que l'expérience sur scène, on le voit tout de suite. On le voit avec un humoriste, quand ils ont l'expérience sur scène, ça se sent à l'intérieur de 15 secondes, on le sait. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez sur scène, au départ, vous aviez des tics, des habitudes, vous avez compris à ressentir le public. Comment vous avez fait au départ? Au départ, c'était vraiment tout apprendre et apprendre en faisant des erreurs. Et c'est des erreurs qui nous coûtent quand même cher parce que en humour, quand on fait des erreurs, ce sont des erreurs publiques, c'est l'humiliation publique. C'est-à-dire que au travail, on peut faire une erreur à l'ordinateur. Quelqu'un nous dit « Oh, t'as fait une erreur », on corrige et puis ça y est. Mais là, quand on fait une erreur,
on le sent devant quelques centaines de personnes des fois. Oui. Alors, on apprend très, très vite, ça fait mal et puis ça motive d'apprendre beaucoup plus vite aussi. Oui, une centaine de personnes ou pas du tout. Il y a un humoriste, un jour, dans un théâtre de chansonniers à Paris, il entre en scène et il voit une personne dans la salle. Ouais, ça arrive. Et il a dit, ça doit être un horrible malentendu. Il est ressorti et la personne a été remboursée. Ouais. C'est affreux. Bon, ça n'a pas été votre cas et il s'est passé encore beaucoup d'autres choses. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 21 août 2006. À tout de suite sur Sud Radio avec Sugar Sammy. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sugar Sammy, un humoriste qu'on découvre en France depuis 2 ans et qui a un parcours assez étonnant. Et j'ai trouvé une date très intéressante pour vous, c'est le 21 août 2006. Alors, c'est une première partie à Toronto, ça vous dit quelque chose? De Dave Chappelle. Exactement. Ouais. Alors, je ne sais pas qui est Dave Chappelle, je le sais aujourd'hui parce que j'ai travaillé votre dossier, mais c'est un humoriste peu connu en France, Sugar Sammy. Ouais, mais c'est une énorme pointure de l'humour américaine. C'est probablement le plus grand humoriste en ce moment aux États-Unis, un des plus respectés. Et pour moi, c'était quelqu'un et ça l'est encore, quelqu'un que j'adore. J'adore son point de vue, j'adore comment il prend des risques, il prend des chances. Et de faire cette première partie, ça m'a vraiment donné un élan du côté anglophone au Canada. Parce que ça a été 2 spectacles très importants. C'était au sommet de sa carrière. C'était au Massey Hall, je crois. Massey Hall, ouais, ce qui est une salle de à peu près 3500 personnes. J'ai fait 2 soirs avec lui et puis ça m'a donné un élan à Toronto et au reste du Canada pour lancer ma carrière au Canada. Et comment vous êtes-vous retrouvé avec lui, Sugar Sammy? Ça a été mon agent dans le temps qui m'a appelé. Il s'appelle Mark Hamou. Il m'a appelé. J'étais en train de conduire. J'avais un spectacle, même pas un petit plateau que je faisais à Ottawa, où j'allais tester du matériel. Et il m'appelle, il me dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, je suis en train de conduire. Il dit, écoute, tu vas arrêter 2 minutes. J'ai arrêté. Il a dit, qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine, lundi prochain? J'ai dit, j'allais peut-être aller tester quelque chose dans un plateau à Montréal. Il dit, ouais, si tu peux faire ça ou tu peux faire la première partie de Dave Chappelle. J'ai dit, ah ouais. Il a dit, ouais, on lui a envoyé tes DVD et à son équipe, et puis ils ont accepté que tu fasses la première partie à Toronto. On n'a pas un accident de voiture quand on... Ouais, presque. Et je lui ai dit, OK, tout de suite. J'ai dit oui, tout de suite. Et puis, ça a été... dans le temps, je pense que c'était le plus nerveux que j'ai été avant un spectacle et le plus heureux après. Donc, ça a vraiment... J'étais très, très content. Et puis, j'ai pu faire à peu près 30 minutes avant lui. Il m'a donné un créneau de genre 25 à 30 minutes. Et puis, c'est tout ce que j'avais dans le temps aussi. j'avais que 30 minutes de spectacle, donc j'étais content qu'il m'en demande pas plus. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dave Chappelle, il est le partenaire d'Eddie Murphy, justement, dans un film qui s'appelle La Famille Folding. Ouais. Et La Famille Folding, où Eddie Murphy joue 5 rôles différents, 5 personnages. Il fallait le maquiller pendant des heures chaque jour pour qu'il joue un de ces personnages. Ouais. Et Dave Chappelle est connu aussi parce qu'il a comme cible le président George Bush Jr. et il a répertorié toutes ses gaffes parce que je crois que George Bush, ça a été le roi de la gaffe aux États-Unis. Ouais, mais je veux dire, c'est normal aux États-Unis. Dès qu'il y a un président républicain, je pense que tout le monde se met dessus. Ouais. On a lancé à l'époque le Bush Hymn, c'est-à-dire qu'il citait les Gréciens au lieu des Grecs et les Kosoviens pour les Kosovars. Ouais. Ça faisait pas terrible. Et je crois que Dave Chappelle, comme d'autres, s'en emparait. Alors, finalement, vous avez commencé par la scène anglophone. Alors, au départ, vous faisiez de l'humour au Canada français, Sugar Sammy. Pourquoi? Ouais, mais j'ai commencé en anglais et après ça, on m'a donné une chance en 2009 de le faire dans un gala juste pour rire en français. Et je pense que c'est là que j'ai été prêt à le faire parce que j'avais déjà une carrière en anglais, donc j'avais rien à perdre. Et j'adore faire l'humour quand tu n'as pas de conséquences et tu peux pousser loin. C'est-à-dire que si ça allait mal et si je dépassais la limite et on me disait que demain, j'avais plus le droit de faire l'humour en français, que j'étais plus le bienvenu, ça ne me dérangeait pas parce que j'avais ma carrière à côté. Alors justement, pourquoi l'Angleterre au départ? Pourquoi l'humour anglophone? L'humour anglophone parce que pour moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai aimé, c'est l'humour dont j'étais fan au début, c'est tout ce que je connaissais. Je ne connaissais pas vraiment l'humour en français. Et pour moi, c'était naturel de le faire en anglais. Et en français, c'était vraiment... donc, je voulais le faire en français, mais je voulais pas non plus négocier mon point de vue. C'est-à-dire que je voulais pas
pouvoir, je voulais pas monter sur la scène sans pouvoir être moi-même à 100%, sans garder mon point de vue à 100%, c'est-à-dire le point de vue d'un fédéraliste canadien-anglais d'origine indienne, mais de l'afficher complètement parce qu'il y avait beaucoup d'humoristes au Québec qui affichaient le fait qu'ils étaient souverainistes, qu'ils étaient nationalistes québécois, qu'ils étaient pro la protection de la langue française, que rien d'autre existait. Et il y en a d'autres qui osaient pas dire s'ils étaient fédéralistes, c'est-à-dire ils cachaient. Ils sortaient pas du garde-robe, du placard. Et pour moi, je voulais vraiment l'afficher honnêtement en disant d'accord, je le fais, je vais être le premier. Et je sais que si les gens se fâchent, j'aurai quand même ma carrière à côté. Alors oui, les gens se sont fâchés, mais je pense qu'il y a une grande partie de la population qui a dit enfin, il y en a un qui le dit. On parle vrai à Sud Radio, vous parliez vrai, c'est ce qui a fâché beaucoup de gens. Oui, exactement. Alors, les critiques sont excellentes puisque le Hollywood Reporter vous range parmi les 10 talents de l'humour à survivre à travers le monde et on vous surnomme la nouvelle rockstar de l'humour. Cool. Vous saviez tout ça? Vous avez vu les... Oui, je l'avais vu, mais ça fait aucune différence pour mes parents. Alors, en revanche, pour le public, ça fait une différence parce que vous avez un sketch écrit, mais surtout, vous improvisez devant le public. Ça, c'est votre secret, Sugar Shammy. Ouais, j'adore improviser, j'adore. Pour moi, chaque spectacle doit être unique parce qu'on peut tomber dans le piège comme humoriste en faisant quelques centaines de spectacles. On peut se mettre en mode autopilote très facilement. Ça peut devenir très, très facile de se dire, bon, on se présente, on a tout mémorisé, je sais comment ça va, je sais exactement où est-ce que les pauses sont. Pour moi, ce que j'aime, c'est de rendre chaque spectacle unique et d'être engagé à chaque spectacle et excité pour chaque spectacle. C'est-à-dire, pour moi, de trouver les nouvelles blagues à chaque spectacle et d'aller jouer dans l'inconnu à chaque soir, c'est ce qui me garde engagé, ce qui me garde intéressé à mon public. Oui, mais comment fait-on pour improviser alors qu'on a un spectacle écrit et qu'il faut trouver des choses qui feront rire le public et on n'est même pas sûr qu'elles fassent rire? Mais c'est un peu comme la musique. Vous savez, il y a des musiciens qui jouent la musique, ils ont leur chanson écrite et puis après ça, ils vont faire de l'improvisation, un jam session. Tu sais, on le voit tout le temps avec les musiciens de jazz, les musiciens de funk. Ils vont faire ça, ils vont aller improviser un peu. C'est là qu'ils vont s'amuser et on se voit. Et ça se voit parce qu'ils connaissent les chansons, ils savent exactement les cordes, les mélodies. Mais quand ils vont improviser, on voit qu'ils s'amusent vraiment. Et pour moi, c'est un peu ça. Et vous amusez le public, c'est-à-dire que vous agissez en fonction des réactions du public, Sugar Shammy. Exactement, et je reste dans l'esprit du spectacle. Donc je pense que ça devient... je vais aller improviser, mais je vais aller improviser et dans l'esprit de ce que je venais de faire. C'est-à-dire que ça ne va pas totalement être différent, ça ne va pas briser ce que je faisais sur la scène. Alors, je vous parlais de Jean Poiret tout à l'heure, La Cage aux Folles, qui est un spectacle que vous connaissez peut-être de réputation, qui a été un immense succès au théâtre. Moi, j'ai vu un soir Michel Serrault, donc face à Jean Poiret. Il y a une scène, Michel Serrault sort, il doit rentrer immédiatement. Il a mis une demi-heure à rentrer en improvisant. Le public n'en pouvait plus. Je pense que c'est ça pour vous aussi, l'improvisation. Ouais, c'est ça pour moi, c'est de trouver et de créer ces moments magiques. Ces moments magiques qui tissent des liens entre moi et puis ce public-là, et puis de le trouver à chaque soir, de trouver cette magie à chaque soir. On vit pour ça. Je veux dire, on fait pas ce métier que pour le pognon et que pour la célébrité et que pour être reconnu, pour que les journaux parlent de nous. Je pense que la vraie raison, la meilleure raison pour moi pour faire ce métier, c'est de trouver cette magie à chaque soir et de le vivre ensemble, cette danse avec le public. Oui, et quelquefois vous faites des prises de position politiques qui vous valent quelques sarcasmes et quelques fâcheries, mais ça, vous les devez, ces prises de position, à votre culture, à tout ce que vous avez appris à l'université, Sugar Shammy. Sans ça, vous ne pourriez pas le faire. Non, sans ça, non, mais avec aussi la vie. Et puis, c'est des prises de position que j'ai par rapport à mon vécu, par rapport à mon historique. C'est-à-dire que j'ai grandi d'une certaine manière, je vois le monde d'une certaine manière et je ne peux pas m'empêcher que ça vienne colorer mon humour. Et je pense que les meilleurs humoristes, pour moi, c'est ceux qui ont des points de vue très forts et très spécifiques. Et je trouve que quand on joue un peu dans cette zone grise, on dit un peu rien, un peu tout en même temps, on perd dans cet humour. Je trouve que aujourd'hui, surtout avec le politically incorrect, l'Internet, Twitter, tout ça, tout le monde, dans tous les domaines, fait tellement attention à tout ce qu'ils disent parce qu'ils ne veulent pas recevoir justement ces vacheries, ces sarcasmes, qu'ils disent rien. Radio. Les clés d'une vie, 13h, 14h,
Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, Sugar Chamy, fraîchement débarqué du Québec pour être à Paris, on en parlera tout à l'heure. Le 28 juillet 2016. Ah oui. Ça vous dit quelque chose? C'était la grande finale de mon spectacle You're Gonna Rire, mon spectacle bilingue que j'avais fait au Québec, qui était un grand succès. C'était la grande dernière à l'extérieur. À Juste pour rire. C'est ça, Montréal. Centre-ville, ils avaient bloqué tout le centre-ville pour faire ça. C'est fou, c'est-à-dire que vous aviez des milliers de spectateurs partout. Ouais, on avait 115 000 personnes. Incroyable. Ouais, c'était fou. Et c'était la 420e représentation, je crois. 420e et la toute dernière, ouais. Et comment c'est né tout ça? D'abord, ce spectacle, ce moment de se retrouver à Montréal devant 115 000 personnes, qu'est-ce qu'on ressent, Sugar Chamy? C'était tellement... c'est sûr que j'avais beaucoup d'émotions ce jour-là parce que c'était la dernière et beaucoup de nostalgie par rapport au début de ce spectacle et le parcours de ce spectacle. Comment je l'ai écrit, comment je l'ai lancé et comment je l'ai parcouru, que je l'ai fini à la fin, que ça a été terminé. Une grande célébration aussi, avec tout le monde à Montréal, des gens qui venaient de toutes les cultures, qui parlaient toutes les langues, et on se réunissait ensemble pour rire ensemble, et de chacun et de tout. Alors, ce spectacle bilingue, You're Gonna Rire, qu'est-ce que c'était exactement, Sugar Chamy? C'est un spectacle qui était bilingue, donc qui était en anglais et en français, mais qui était biculturel aussi. C'est-à-dire que c'était un spectacle qui parlait du décalage entre le Québec francophone et le Québec anglophone, et ça réunissait tout le monde dans une salle. Donc, c'était un exercice que j'ai adoré, qui était tout nouveau, qui n'a jamais été fait et que les gens n'étaient pas sûrs que ça allait marcher. J'avais eu beaucoup de gens qui m'avaient averti et prévenu pour me dire que je perdais mon temps et qu'on perdait notre argent de produire ce spectacle-là. Et ça a été un des plus grands succès dans l'histoire du Québec. Alors, mais c'est assez étonnant, justement, parce qu'en général, les Québécois, les anglophones se détestent. Ouais. Et vous avez réussi à ce mariage qui n'était pas évident. Il y avait un risque. De se faire insulter même. Oh oui, il y avait un risque énorme. Et même, il y a des gens qui ont été fâchés juste à l'idée de ce spectacle parce que les ultranationalistes se disaient que c'était carrément une insulte à la langue française et la culture francophone québécoise et que c'était un danger pour le Québec. Et justement, ça réunit des gens qui rarement s'assoyaient dans une salle pour regarder quelque chose, une expérience, pour vivre une expérience culturelle, à part le sport, qui n'a pas de langue. Oui, mais est-ce que justement ça a permis de rapprocher les Anglais des francophones ou pas du tout? Je pense que ce spectacle n'a pas fait... Il n'y a pas eu une conséquence aussi forte, je dirais, politique et sociale, mais je pense que c'était un exercice pour montrer que c'était possible. C'était possible et que le spectacle était assez bien pour qu'on puisse rire ensemble. Je pense que c'était une façon originale de voir les choses. Alors, ça a rapporté effectivement beaucoup d'argent, ce spectacle, Sugar Chamy, mais ça vous a rapporté aussi une récompense qu'on connaît mal en France, qui est l'Olivier de l'année. Oui, l'Olivier de l'année, qu'est-ce que c'est? C'est un peu les Molières de l'humour au Canada. Et c'était ça, c'est avec ce spectacle, j'ai eu plein de nominations et j'ai gagné des Oliviers. Parce qu'il y a le Gala des Oliviers et vous l'avez présenté curieusement avec une ex-leader politique, Pauline Marois. Oui, la première ministre. On avait fait un sketch ensemble où je me moquais de son anglais qui était affreux. Et c'est ça, c'était je dirais deux parties de la politique québécoise qui étaient à l'opposé, c'est-à-dire qu'elle est nationaliste, pro-francophone, et pour moi, je suis fédéraliste et multilingue, multiculturel. Donc, ces deux points de vue sur la même scène et ce décalage, ça donnait un moment d'humour, un sketch incroyable, je pense même que les gens, qui résonne encore aujourd'hui, ce sketch-là. Oui, mais curieusement qu'une femme politique accepte de venir avec vous sur scène en tant qu'humoriste, c'était plutôt difficile à imaginer. Ouais, je pense qu'elle voulait les votes.
Oui, elle les a eus. Elle les a eus, je pense, 2 ans plus tard. Elle a gagné, elle était première ministre. En France, on a eu récemment Cyril Hanouna et Marlène Schiappa qui ont fait un débat politique ensemble. Et Marlène Schiappa a dit maintenant, pour être écouté en politique, il faut aller faire l'émission de Cyril Hanouna. Ouais. Et c'est assez particulier. C'est autre chose. Alors, curieusement, vous avez fait ce spectacle en 2 langues, mais vous parlez 4 langues et vous parlez, je crois, notamment le Pendjabi. Oui. C'est une langue très peu connue, c'est une langue universelle en Inde, mais c'est une langue peu connue. Vous avez appris en famille? On l'a appris en famille, c'était d'ailleurs la première langue que j'ai appris. Il y avait l'hindi aussi. Il y avait le hindi aussi, ce qui est la 2e langue que j'ai appris. Donc, le Punjabi, je l'ai appris à la maison parce que mes parents ne voulaient pas qu'on perde cette tradition. Ils sont Pendjabi, les 2 parlent Pendjabi. Et donc, avec mes parents, c'est ce que je parlais. Je parle toujours en Punjabi avec mes parents. Donc, ça serait très étrange que je parle en anglais. C'est une langue qui ressemble à l'hindou? Au hindi, un peu. Il y a les mêmes bases, mais tellement différentes. C'est un peu comme le portugais et l'espagnol. D'accord. Les portugais et les espagnols voient que c'est des langues complètement différentes, mais qui se ressemblent, qui ont les mêmes racines. D'ailleurs, le Pendjab est une région qu'on connaît mal. Il y a 2 quotidiens simplement là-bas qui marchent et un mensuel vague, mais il y a très peu de lecture là-bas. C'est vrai. Je ne suis pas sûr que vos textes soient publiés. Alors, effectivement, il y a eu d'ailleurs, vous avez fait une tournée en Inde? J'ai fait une tournée en Inde en 2013 et avant ça, je pense en 2009 ou 10, j'ai oublié. Vous avez fait des tournées dans 30 pays. 31 ou 32 bientôt. Expliquez-moi, parce que comment un humoriste peut-il faire des tournées dans 31 pays? Pour moi, au début de ma carrière, quand ça décollait au Canada, il y avait mon premier spectacle qui a été mis sur YouTube. C'est moi qui l'avais mis. Oui. Et à travers ça, j'ai eu tellement de gens qui ont apprécié ce spectacle, ce premier spectacle, que on recevait des emails d'un peu partout pour aller jouer dans tous ces pays-là. À chaque fois que je faisais un pays, ça ouvrait un autre. Donc, quand j'ai fait l'Angleterre, ça a ouvert l'Australie, l'Afrique du Sud. Quand j'ai fait Dubaï, j'ai fait un spectacle à Dubaï qui était télévisé. Ça a ouvert 14 pays. Tout à coup, j'avais une tournée de planifiée dans d'autres pays. Quand j'ai fait le Canada, ça a ouvert les États-Unis. Et puis, à travers tous les pays que je faisais, ça en ouvrait d'autres. L'Asie même? L'Asie même. Ouais, donc, quand j'ai fait l'Inde, il y avait plein d'autres pays asiatiques où j'ai pu jouer. Et pour moi, je pense que c'est un choix aussi de dire, des fois, de partir, de dire, OK, je sais que je suis payé 4 fois plus au Canada, mais ça ne me dérange pas d'aller recommencer ailleurs et de jouer ailleurs juste pour l'expérience. Parce que ça enrichit aussi ma palette comme humoriste, comme auteur. Oui, mais avec une expérience différente, puisque l'humour n'est peut-être pas le même en Inde et en Asie qu'au Canada. Oui, ça a aiguisé mon sens de l'adaptation aussi. De pouvoir rentrer dans un pays, dans une société, pouvoir adapter très, très vite. Pour moi, ce côté, cette urgence d'adapter, je l'ai appris grâce au fait que j'ai fait tellement de pays. Et à chaque fois qu'on me demande de faire un autre pays que j'ai jamais fait ou une ville que j'ai jamais fait, je suis prêt à le faire parce que j'ai justement envie d'apprendre autre chose et de connaître autre chose. Et les États-Unis? Les États-Unis, j'adore. Je viens de faire une tournée américaine pendant 2 mois et pour moi, c'est une de mes places préférées pour aller jouer parce que cette tradition du stand-up, c'est la mecque du stand-up. Et moi, j'adore le stand-up et c'est là que j'ai toujours voulu aussi faire carrière et que mes plus grands idoles viennent de là. Oui, le stand-up, on le confond avec le seul en scène. Quelquefois, ça n'a rien à voir. Le stand-up, on parle directement avec le public, alors que le seul en scène, c'est entièrement écrit à l'avance. Oui, exactement. Avec le stand-up, il y a quand même ce côté improvisationnel, mais il y a ce côté conversationnel. Donc, pas de mise en scène. C'est écrit, mais c'est pas écrit à la lettre. C'est-à-dire, on n'est pas marié aux mots qui sont sur la page. On est capable de sortir la page et de faire autre chose. Et puis, ce côté, je le trouve beaucoup plus réel, beaucoup plus cru. Et pour moi, c'est ce que j'apprécie le plus quand on n'est pas totalement cadré et que le stand-up et que l'humour ne deviennent pas institutionnels. C'est-à-dire qu'on est libre d'aller trouver et de découvrir autre chose et de même se surpasser et de se réinventer en sortant des cadres préétablis. L'un des plus grands humoristes américains, je ne sais pas si vous le connaissez, ça a été Bob Hope, qui a vécu jusqu'à 100 ans, et que j'ai vu sur scène à 90 ans, et je l'ai vu sur scène au Théâtre des Champs-Élysées, improviser devant le public. Classique, c'est un classique. Ce monsieur, il est un très grand monsieur
que je pense que tous les humoristes américains nomment comme étant un des chefs de l'humour américain. Oui, et d'ailleurs, pendant la guerre du Vietnam, il allait remonter le moral du soldat en allant jouer là-bas. Et il a joué au golf, c'était un passionné de golf, avec 11 présidents américains, ce qui est un record. C'est fou. C'est fou, ce sont des gens comme ça. Alors, vos thèmes de prédilection, quand on y réfléchit, sont des thèmes universels, Sugar Chami. C'est le mariage pour tous, c'est le sexe, c'est la relation moderne, tout ce qui tourne autour de la vie. Ouais, tout ce qui tourne autour de la vie. Et aussi, des fois, des choses beaucoup plus précises, c'est-à-dire les différences culturelles, c'est-à-dire la politique, le sport, les liens parentaux. Donc, il y a des thèmes universels, mais il y a des thèmes aussi qui sont un peu plus précis. Donc, pour moi, j'aime pouvoir donner et de rétisser assez large pour mon public au lieu de rester dans un créneau et de dire, OK, bon, on va juste parler de ça pendant 1 heure. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de thèmes un peu plus complets. Ils ont besoin d'une palette un peu plus complète. Et vous êtes ce que Laurent Gérard appelle un malfaisant, c'est-à-dire que vous dites exactement ce que vous pensez, même si ça peut choquer. Ouais. Je pense que je laisse jamais Internet ou les autres influencer les thèmes dont je vais aborder. Pour moi, c'est toujours d'aborder ce qui m'intéresse. Et si je vois que le public rigole, la blague reste, la vanne reste dans le spectacle. Si ça passe pas parce que c'est juste pas drôle, c'est pas bien écrit, je l'enlève. Mais je dis jamais, je vais pas parler de quelque chose. Justement, quand c'est tendu, quand c'est difficile, c'est là qu'il faut libérer le sujet, je trouve, comme humoriste. Oui, ça veut dire observer le monde en permanence. Exactement. Alors, il y a aussi une chose que j'ai découvert, c'est que vous avez fait des pubs, notamment Apple vous a choisi pour ces pubs il y a quelques années. Ouais, j'étais très surpris. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait les pubs pour le iPhone, c'était la voix du iPhone 6 et 6S, et c'était des campagnes qu'on avait fait au Canada. Et c'est très rare que je m'associe à des compagnies, sauf si c'est quelque chose que j'adore ou que j'utilise ou dans lesquels je crois. Donc, j'avais fait une pub pour Apple et j'en avais fait une pour les Canadiens de Montréal, qui sont un peu le PSG pour le hockey sur glace au Canada. C'est un peu les Yankees du hockey à Montréal. Donc, pour moi, je suis grand fan des Canadiens. Donc, c'est 2 des campagnes que j'avais choisi de faire. Et puis, je m'implique beaucoup dans l'écriture, la conception de ces campagnes aussi, oui. Surtout celui des Canadiens. Et Apple, vous savez pourquoi c'est la marque Apple, d'ailleurs? Pourquoi ils ont choisi ce logo, la pomme? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un hommage à Alan Turing, qui est un mathématicien qui est à l'origine du décryptage du code secret de l'armée nazie. Il était homosexuel, il avait honte de ça, et il s'est suicidé en mangeant une pomme empoisonnée au cyanure. Et comme les fondateurs d'Apple l'adoraient, ils ont pris la pomme en hommage à cet homme. Oh, waouh, je savais pas. Ah, vous voyez, on ne sait pas ce genre de choses. Ouais. Alors, vous avez eu aussi la couverture du New York Times. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est fou. Comment ça s'est passé? Ça, c'est quelque chose qui est arrivé l'année dernière. C'était quelque chose dont je suis très fier, mais qui était une grande surprise. C'est les New York Times qui a fait tout un portrait, et puis j'étais sur la couverture l'année dernière, donc j'ai gagné des points de fierté pour mes parents pour 1 an de plus. Ils sont étonnés de votre réussite, vos parents? Mes parents, non. Je pense que mes parents ont cru en moi plus que moi-même. Ah bon? Au début, ouais. Vous n'avez pas cru en vous? Mais je veux dire, on a toujours des doutes comme artistes, et je pense que c'est ça qui nous motive, c'est un moteur. C'est de se mettre en doute. Je pense que ça crée les meilleurs morceaux d'art aussi pour les artistes, c'est de toujours avoir cette souffrance d'auteur, de créateur, d'inventeur. Mais pour mes parents, je pense qu'ils ont toujours eu cette foi. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis de faire ce métier librement. C'est que mes parents n'ont jamais questionné ce parcours. Et vos études vous ont servi finalement? Ouais. Mes études m'ont servi, mais je pense que c'est une étude complète. Quand je parle d'études, je parle non seulement d'études académiques, mais d'études de vie. Oui. Ouais. Et la vie, vous l'observez aujourd'hui en France. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 4 avril 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Sugar Chami. Clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Sugar Chami, qu'on découvre en France depuis quelques années et qu'on découvre au micro de Sud Radio parce que vous avez vraiment un parcours
totalement atypique et très intelligent. Alors, depuis le 4 avril 2019, vous êtes à Paris, à l'Alhambra. Et là, c'est pour une longue durée, c'est pour 2 mois. Et la France, vous avez commencé à y penser il y a 2-3 ans, Sugar Chami. Oui, j'ai commencé. Ça fait longtemps que j'ai commencé à y penser, mais j'ai pris les pas pour venir ici. Pourquoi? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Ouais. Parce que je jouais au Québec et je faisais 4 à 6 spectacles par semaine toute l'année au Québec. Et une fois que j'ai dit au revoir à mon dernier spectacle en 2016, dont on a parlé tout à l'heure, c'est là que j'ai dit, bon, il faut que je commence à emboîter le pas, il faut que je commence à penser à la France. Et j'ai commencé à faire le point-virgule ici en 2016. Très discrètement. Très discrètement, de vraiment observer les Français, de vous écouter, de vous subir pour pouvoir écrire un spectacle qui était juste et qui ne soit pas caricatural. Donc, pour moi, c'était important d'être juste, d'être précis et il n'y avait aucune autre manière de le faire que de vraiment faire une immersion complète et d'habiter ici avec vous et de vraiment faire un travail d'anthropologue précis pour y arriver. C'est-à-dire de tout écouter et de poser des questions et d'avoir des hypothèses et d'aller répondre à ces questions-là, d'aller au bout de chaque question avec des réponses précises et de monter sur scène et de les essayer dans des petits plateaux d'humour pour vraiment construire mon spectacle petit à petit pour arriver à un spectacle de 70 minutes qui était juste et que les Parisiens, dont les Parisiens et les Français s'identifiaient. Oui, parce que vous êtes parti de 0 il y a 2 ans. Ça n'a rien à voir avec vos spectacles du Québec, c'est tout à fait autre chose. Oui, c'est tout à fait autre chose. Donc, je n'ai pas que transposé mon spectacle québécois francophone ici en France. Je trouve que ça ne marcherait pas. Donc, pour moi, c'était vraiment de construire un spectacle pour la France et de le faire sur mesure. Je vais vous faire une confidence. Je me suis retrouvé un jour au festival Juste pour rire à Montréal, au Théâtre Saint-Denis, avec un humoriste québécois sur scène. Je n'ai pas compris un seul mot et toute la salle riait. Ouais, mais je pense que c'est comme ça. C'est une adaptation. Les gens pensent que c'est qu'une adaptation linguistique, mais c'est une adaptation culturelle qu'il faut faire. C'est-à-dire que la France et le Québec ne sont pas la même chose. Il faut vraiment faire un travail de fond, et c'est un travail qui demande beaucoup de souffrance, c'est pénible, mais quand on y arrive, la récompense est énorme. Alors, quelles sont les caractéristiques de la France que vous avez observées par rapport au Québec, Sugar Chami? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Pour moi, c'était... déjà, je parle de ce côté de service à la nord-américaine qu'on a, qui est énorme, qui est peut-être caricatural. C'est tellement important pour nous. Et qu'ici, on dirait que vos serveurs, on les dérange, oui. quand on leur parle, et même dans le magasin. Et puis, toutes ces tensions aussi, une de mes premières phrases quand j'arrive sur la scène, qui englobe beaucoup de ce qui se passe en termes de la politique et de la société française, c'est j'arrive, je dis bonsoir, je suis content d'être ici en France, vous êtes mon pays arabe préféré. Et il y a tellement dans cette petite blague, c'est tellement puissant que les gens rigolent et ils comprennent tout de suite pourquoi c'est une blague. Tandis que si je faisais cette blague-là au Québec, ça marcherait pas. Non, parce qu'il n'y a pas autant d'immigrés. Oui, il n'y a pas autant de... Ces tensions ne sont pas les mêmes. Il y a des tensions, mais elles ne sont pas les mêmes et elles ne sont pas ancrées dans les mêmes choses. Oui, et puis il y a les embouteillages, il y a le fait que le français est quelquefois un peu paresseux aussi. Bah oui, j'en parle tout le temps du français feignant, des gens qui viennent et qui manifestent à la journée longue, ces manifestations, ces embouteillages, tout est en panne, il y a toujours une grève. Je veux dire, j'en parle tout le temps. Et le français, et surtout le Parisien, qui n'est jamais content, qui ne vient pas à un spectacle d'humour pour rire, mais qui vient pour juger. Oui, pour caricaturer et pour se plaindre. Exactement. Oui, il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent en France. Tout le temps. Alors au Québec, c'est votre sport national. Oui, et au Québec, c'est très différent. Moi, j'ai vu des gens souriants au Québec. Le bonheur de vivre existe. Ouais, mais des fois trop aussi. On dirait qu'ils ont besoin de médicaments. Alors, j'en parle de ces différences, ces extrêmes. Alors, est-ce que vous êtes un peu renseigné sur les humoristes français tels qu'ils étaient, ceux du passé, ceux du présent, avant de faire votre spectacle, Sugar Chami? Oui, il y en a quelques-uns que j'ai vu un peu que j'aime, dont j'ai beaucoup aimé, des gens comme Guy Bedos, des proches. Pour moi, c'est le genre d'humour que j'aime, qui donne un défi à la société un peu, qui vient challenger un peu le statu quo.
Pierre Desproges, il a été extraordinaire. En fait, il était journaliste au départ, dans un quotidien qui a disparu, qui s'appelait L'Aurore. Il faisait des petites brèves. Il a été remarqué par Jacques Martin, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, qui est un humoriste présentateur, qui faisait Le Petit Rapporteur, une émission satirique qui a eu beaucoup de succès. Il y avait 20 millions de téléspectateurs. Et puis Desproges est venu, et après, il est monté sur scène. Et au début, ça ne marchait pas. Et puis, il est devenu culte aujourd'hui parce qu'il a dit des choses que personne n'ose dire aujourd'hui. Ouais. Ouais, et pour moi, j'aime ça. J'aime les humoristes qui osent et qui se mettent en danger constamment. Et c'est pour ça que j'ai toujours apprécié les humoristes noirs américains, parce que c'était des humoristes qui adressaient des choses qui existaient, des douleurs sociétales qui existaient, mais que personne parlait, que personne était capable d'identifier, surtout d'une manière humoristique, ce qui est la chose la plus difficile, je trouve. Oui, et surtout, se moquer des gens. Alors, je pense que quand vous vous moquez en France de certaines institutions, les réactions doivent être vives dans la salle. Ouais, vives, mais je pense qu'en même temps, les gens sont capables de faire la part des choses. Ils viennent à un spectacle d'humour. La plupart sont capables de le prendre, surtout à Paris. Je pense que les Parisiens ont le dos large. Ils sont capables de prendre beaucoup plus que plein d'autres. Mais oui, il y a certains gens qui ont des réactions vives et que je sens sur les médias sociaux, mais en même temps, je m'y attendais. Et j'ai vu pire. Oui, et il y a deux formes de public. Il y a le public jeune, qui estime que 3 pets de lapin sur une toile cirée, ça fait un spectacle. Et il y a ceux qui ont un peu de culture, et je crois que vous avez réussi ce mariage intergénérationnel. Ouais, mais je pense que ça a beaucoup rapport avec mon âge aussi. Je pense que dans la quarantaine, tu es capable de rejoindre des gens qui sont un peu plus jeunes et les gens qui sont un peu plus vieux. Tu as assez de culture, mais encore, tu es capable de pouvoir aller toucher les jeunes aussi intellectuellement. Oui, avec le hip-hop, avec des choses comme ça, avec les groupes, le NTM, même si Solar, tout ça. On en parle, ouais, j'en parle dans mon spectacle. Et à votre façon. Ouais, à ma façon. Ouais, vous savez que NTM, personne ne sait que ça veut dire Nique ta mère à une époque, maintenant on le sait. Et à l'époque, je citais le groupe NTM dans le Figaro, personne n'a jamais rien remarqué, alors que c'était pas vraiment l'ambiance de ce journal. Alors, vous parlez très vite aussi dans le spectacle, ça c'est une caractéristique québécoise. Ouais. En France, on n'a pas l'habitude. Ouais, je pense que j'y vais vite parce que je veux garder le rythme aussi. Pour moi, je sais que comme humoriste, c'est sûr qu'on parle et on communique quelque chose, on veut communiquer un message, mais en même temps, on donne un spectacle. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un spectacle. Donc, il faut marier ces deux choses-là pour que le public en ressorte en disant « Wow, j'ai vraiment vécu une belle soirée » et c'était un spectacle, c'est un show aussi. Donc, ça, je pense que c'est ce côté nord-américain, un peu moins latin, un peu plus... OK, donc les gens ont acheté des billets, il faut leur donner un show aussi, il faut leur donner un spectacle, il faut qu'ils sortent de là en se disant « Wow, j'ai vécu un moment, non seulement j'ai appris quelque chose ou j'ai ressenti quelque chose ou j'ai pu avoir une idée sur quelque chose de politique, sociétal, mais que je suis sorti de là avec un show et je me suis amusé. » Oui, et l'avantage quand on parle vite et que le public ne comprend pas toujours, c'est qu'il peut venir 2 fois pour voir le spectacle pour arriver à tout comprendre. Ouais, mais j'espère qu'ils viennent pour d'autres raisons aussi. Vous savez, en France, il y avait un humoriste qui a disparu, Carl O'Neill, qui passait dans les cabarets de Montmartre pendant 50 ans. Il parlait très très vite, mais le public, il n'y avait que des Chinois et des Américains qui ne comprenaient pas un mot. Ouais. Et comme personne n'a compris, il a duré 50 ans comme ça. C'est assez fabuleux. Alors, il y a aussi une chose qui vous a permis de débuter en France. D'abord, il y a eu l'Européen, où vous êtes rodé, ouais. Un petit théâtre où vraiment le public a commencé à venir. Ouais. Ce qui a été le cas d'une autre Québécoise, qui est Linda Lemay, dont personne ne voulait en France. Elle passait dans les cabarets, puis à l'Européen, elle est venue 2 mois. Pendant 1 mois, ça n'a pas marché, puis ça a décollé un jour, ça n'a plus arrêté. Je crois que c'était aussi votre cas. Oui, tranquillement. J'ai commencé au Point Virgule, qui était une petite salle de 100 personnes. Et après ça, j'ai gradué à l'Européen, qui est une salle de 300. Et là, je suis rendu à l'Alhambra, qui est une salle de 600. Donc, tranquillement, j'ai pu évoluer. Mon public a pu évoluer, élargir en plus. Et puis, il y a quelque chose qui vous a aidé à vous faire connaître en France, c'est de devenir juré de Incroyable Talent. Ouais. Ouais. Comment c'est venu ça? Ça, c'est quelque chose où les producteurs de Fremantle et les chefs de M6 sont venus me voir. Et puis, c'est quelque chose dont on a discuté pendant quelques mois avant que ça s'est réglé. Et puis, c'est une vitrine, j'avoue, qui est qui est une énorme vitrine. Il y a près 4 millions de téléspectateurs chaque semaine pendant 8 semaines à l'automne.
Et je pense que ça m'a fait connaître, ça a avancé ma carrière très très vite ici en France. C'était présenté par David Ginola, que vous connaissiez absolument pas. Je connaissais pas avant, mais là je l'ai connu sur le plateau et c'est devenu un grand pote. J'adore David Ginola. Alors, votre caractéristique dans l'humour, Sugar Chami, c'est bien sûr de dire des choses vaches, mais de manière légère et sans donner de leçons. Exactement. Exactement. Donc, pour moi, c'est toujours l'humour qui gagne et non le message. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'humoristes aussi, des fois, qui veulent absolument créer un mouvement et changer le monde. Mais quand tu les vois sur la scène, on n'est pas en train de hurler de rire. Pour moi, c'est la blague qui gagne tout le temps. C'est-à-dire la puissance de la blague gagne sur la puissance du message à chaque fois. Et comme humoriste, il ne faut pas qu'on oublie ça. Parce que c'est pas notre fonction de venir changer la vie, c'est de changer le monde, c'est de venir et donner un spectacle. Et en même temps, si on a un point de vue, si on a une intelligence, ça se voit très, très vite. Comme humoriste, on n'a pas besoin de le pousser, mais il y a des humoristes qui poussent très, très fort pour que les gens parlent de cette intelligence intellectuelle qu'ils ont. Et ça se voit tout de suite. Parce que pour moi, je pense que ce qui gagne tout le temps, c'est le rire. Et qu'on est capable de trouver le rire en communiquant un message, mais sans le poussant trop pour que ça ait l'air sermenté ou un serment. Je pense que c'est les humoristes, les meilleurs humoristes, pour moi, je trouve que c'est là qu'ils vivent, dans cette zone-là. Et on dit quelque chose à votre propos, Sugar Chami, on dit que plus vous êtes en scène, plus les gens se détendent petit à petit. Le spectacle devient une conversation entre amis. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est cet esprit-là, j'arrive jamais à mon spectacle très tôt. Donc, j'arrive toujours 5 minutes avant que le spectacle décolle, avant qu'on commence le spectacle, parce que je veux pas non plus, pour moi-même et pour le public, qu'on sente que c'est un spectacle. Il faut que ça soit comme si je parlais avec 600 potes à chaque soir. Donc, pour moi, d'arriver là et de monter sur scène et que ça soit très confortable et que ça soit comme si je passais de mon appart directement sur la scène, il faut que je le sente comme ça parce que je veux que l'esprit du spectacle reste comme ça aussi. Et vous êtes à l'Alhambra, dont le nom est celui d'un musical qui a existé longtemps, qui portait le nom de Maurice Chevalier, célèbre aux États-Unis, bien sûr, parce que c'est le français le plus célèbre aux États-Unis. Et l'Alhambra Maurice Chevalier, il avait fait un spectacle avec Michel Legrand comme chef d'orchestre qui débutait. Il avait fait un spectacle et Michael Jackson s'est inspiré de ses pas en arrière pour faire le numéro que tout le monde connaît. Ah ouais, le moonwalk. Exactement. Ah, d'accord. Alors, vous dites aussi que vous êtes heureux de ce succès parce que pendant 10 ans, vous avez joué devant des salles vides, Sugar Mami. Ouais, mais moi, c'était difficile pour moi. Je pense que pour les premières années, ça fait 22 ans que je fais carrière. Et les 10 premières années, j'ai vraiment galéré. Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Mais je pense que ça a pris ces années-là pour que je me rende aussi confortable. Comme vous avez dit, un humoriste, ça se construit pas en 30 secondes. Il faut vraiment avoir cette expérience de scène et faire beaucoup de scènes. L'expérience ne dément pas. On le voit tout de suite chez un humoriste, dans les 30 premières secondes qu'on le voit sur la scène, si quelqu'un a l'expérience ou non. Et je pense que ça vient avec des années et des années de métier. Et les gens qui se disent « je vais réussir après 6 mois », sont en train de se mentir. Je pense aussi, en tout cas, vous ne mentez pas. Vous êtes du jeudi au samedi jusqu'au mois de juin à l'Alhambra. Et je pense que celles et ceux qui nous écoutent ont une envie, c'est de venir vous voir le plus vite possible. Merci de vous être livré aussi bien et avec autant de précision. Et vous revenez quand vous voulez ici à Sud Radio, puisque nous parlons vrai. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie. Ensuite, ce seront Trina Magdine, puis les vraies voix de Sud Radio avec Philippe David et avec toute l'équipe autour de Christophe Bordet. Merci, bonne journée et à demain.